Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 14 janvier 2021. Martin Lemay en compagnie de l'illustre, l'incomparable Monsieur Hors-jeu 2.0. Monsieur bon à tout faire à RDS. Yannick Lévesque, salut, buddy. Ça, c'est... Salut, Martin. Ça, c'est-tu positif ou négatif? Bon à tout faire. Ça veut dire que tu peux faire plein d'affaires, mais que t'en fais pas une... Non, je fais des farces. Non, c'est correct. Mais oui, ça va bien. Toi, excellent. Martin, hier, grosse soirée de hockey. C'était le fun. Enfin, la saison qui est débutée. Bon match. Électrisant. Ça n'a pas fini comme on souhaitait, mais quand même, là, ça a été le fun du début à la fin, ce match-là, hier. Ah non, absolument, c'était divertissant. La seule affaire, tu sais, et je trouve que, puis on va en parler avec François Gagnon tantôt, je trouve que le Canadien s'est éloigné de son plan de match à un moment donné. Oui, bien sûr, il y a eu les pénalités en deuxième période qui ont fait mal, ce 5 contre 3 qui... Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a écrit sur Twitter, « Quelle punition niaiseuse de Weber! » Attendez une seconde. Niaiseuse, c'est quelque chose que tu fais par exprès. Je pense que c'est plutôt de la malchance. Là. Weber qui a envoyé la rondelle dans les estrades, je pense que si tu lui demandais, c'était pas ça son intention. Bref, tout ça pour te dire que oui, cette pénalité-là a fait mal, celle de Weber qui nous a mis à 5 contre 3. Ouais. Mais je pense que le Canadien, à un moment donné, trouvait que ça allait bien, jouait du run and gun avec les Leafs de Toronto, aurait dû garder la rondelle derrière les défenseurs des Leafs qui, visiblement, c'est leur talon d'Achille. Écoute, ils sont mauvais défensivement. Ça va être le fun parce que, écoute, on va les rencontrer encore 9 fois. J'ai regardé le match entre les Canucks et les Oilers. Là également, on a vu des choses. Ça va être le fun pendant toute la saison. Puis j'ai hâte qu'on en parle avec François. Si tu veux bien, toi, as-tu aimé ton match? Ben oui, j'ai aimé ça. Tu sais, hier, là, je te disais au début de l'émission que j'étais comme excité un peu, tout avait la chair de poule. Puis, tu sais, on a hâte. Écoute, ça fait depuis la fin là, des séries qu'on parlait pas de match, on pouvait pas revenir sur ce qui s'est passé la veille. Tu sais, qu'on trouvait des sujets, puis on analysait, dans le fond, ce qu'il n'y avait pas grand-chose à analyser. C'était plus des mouvements de personnel. Mais là, enfin, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Puis hier, tu sais, rappelle-toi, moi, je t'avais dit, Toffoli, 2 buts. Finalement, je me suis juste trompé de nouveau. C'est Anderson. Mais hier, là, moi, Josh Anderson, là, il m'a impressionné. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Puis, tu sais, je regardais le match avec un de mes enfants, là, le plus vieux, Nathan, qui lui, il trippe pas mal là-dessus aussi. Puis hier, il est tombé en amour avec Anderson. Hey, il dit, il va être bon, lui, c'est le fun de le voir aller. Puis tout ça, hier, vraiment, là, il a probablement enlevé 1 million de livres sur les épaules de Marc Bergevin, parce que quand tu fais une transaction comme ça, toujours un petit stress qui vient avec. On partira pas en peur, c'est juste un match, mais quand même, il lui a consenti un gros contrat. Et hier, il a livré la marchandise rapide, marqueur de but, il frappe, il patine. Non, hier, je l'ai bien aimé, moi. Il n'y a pas beaucoup d'espèces comme lui dans la ligue. On en a parlé avec Marc Denis. Puis moi, j'ai mis sur Twitter, après son deuxième but, j'ai dit, voici la face de Marc Bergevin, parce qu'en anglais, on nous a montré Marc Bergevin après le deuxième but de Josh Anderson. Et derrière son masque, il devait avoir un sourire. Et écoute, j'ai mis un gif sur Twitter là, de la face de Bergevin derrière son masque, parce que j'ai eu du fun avec ça hier. Puis c'était le fun de voir Anderson. Je pense que j'ai calculé... Oui, je pense que j'ai calculé 3 fois Anderson qui a descendu l'épaule. Oui, Anderson, d'après moi, a descendu l'épaule 3 fois pour se rendre au net. Bref, ça a été superbe. Hey, avant qu'on aille rejoindre François, premièrement, salutations à tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. On le faisait au début, on portait le masque. Non, on ne porte plus de masque parce qu'on présume que vous avez compris et que c'est important de le porter. Là, présentement, le système de la santé, là, il souffre présentement et il y a des gens qui travaillent des heures épouvantables pour essayer de garder ça ensemble. On vous salue. Si On Jase et votre petite demi-heure, 45 minutes, 1 heure de relaxation. Merci, puis merci de tout ce que vous faites. Il y a des gens dans le monde hospitalier qui ont eu des problèmes comme burn-out, tout ça, parce qu'ils font trop d'ouvrages. Il y a même eu cette médecin qui s'est malheureusement enlevé la vie. Tu sais, quand on vous dit c'est du sérieux. Là. Ouais. Donc, salutations à tout ce beau monde dans le monde hospitalier. Hier, il y avait plusieurs matchs, Yannick. J'en ai regardé quelques-uns. Flyers, Pittsburgh, les Penguins vont devoir se ressaisir défensivement. Entre autres, Madison, que les Panthers ont laissé aller. Quand la transaction est arrivée, j'ai dit, mon Dieu, Mike Madison, il me semble que c'est un bon défenseur. Écoute, il était mauvais hier. Philadelphie l'a emporté. Tampa Bay l'a emporté facilement face à Chicago. C'était David contre Goliath. Vasilevski qui a perdu son jeu. Je ne sais pas si tu as vu ça.
sur une machine à boules. Écoute, ça a frappé le patin du gars de Chicago en arrière du but, le patin du gars en avant, le patin de Vasilevski, puis c'est comme ça qu'il a perdu son blanchissage. Malcolm Subban, ça ne sera pas facile pour lui de l'année. Par contre, il a peut-être déjà l'arrêt de l'année avec, je ne sais pas si tu as vu ça, il a plongé avec le bâton pour faire un arrêt spectaculaire. C'est peut-être l'arrêt. Peut-être l'arrêt de l'année. Sergachev, quelle intelligence au jeu. J'aime bien content que Drouin ait bien joué hier parce qu'encore Sergachev hier a élevé son jeu d'un cran. Vancouver-Edmonton, la défensive a été pourrie. D'après, Tippett a planté 3 de ses défenseurs en conférence de presse après le match et avec raison. Les gardiens de but, c'est pitoyable également du côté d'Edmonton. Et hier, Albee a fait le travail. Et ce sera notre premier 2-en-2 ce soir. Yann, Vancouver-Edmonton va mettre ça ce soir. Et certainement qu'on verra Thatcher-Temco du côté de Vancouver. J'aime bien ça, ce qu'on voit. Et moi, qui ai mis les Blues, je suis pas mal tout seul, devant l'Avalanche Colorado. Les Blues, d'ailleurs, on va voir David Perron tout à l'heure en entrevue. Les Blues ont emporté hier 2 superbes trios avec Thomas qui a rendu maintenant 2e centre derrière Ryan O'Reilly, sans Tarasenko, sans Hoffman. Les Blues ont été sans bavure hier, meilleurs à 5 contre 5 que l'Avalanche du Colorado. Bennington, qui a eu certainement une gang de 2e année, a été excellent hier, supérieur à Grubauer. Bref, à suivre. Et là, on va parler, si tu le veux bien, du match du Canadien de Montréal avec François Gagnon. Frank, comment ça va? Il est-tu gelé? Oh, il bon, est gelé sérieux, François, en plus, hein? Il y avait une grosse soirée hier, lui aussi. Ah oui, regarde, il a changé son décor puis la caméra n'a pas aimé ça. OK. Écoute, le match d'hier, écoute, ça a commencé, tu l'as dit, avec Josh Anderson qui a fait des belles percées au filet. Mais moi, ce que j'ai remarqué dès la les premiers instants de ce match-là, le premier chiffre, la première présence de Romanov, un calme pour aller chercher une rondelle, une passe transversale pour une sortie de zone efficace et sur la même séquence, le même prix à lancer. Et c'est ce que je remarque, le match rouge contre blanc et le match d'hier, quand Romanov prend des lancers, il frappe le filet, ce qui est très important. Et hier, Romanov a terminé avec le 2e plus de temps de jeu derrière chez Weber, quelques secondes seulement de plus que Petrie. Ça, là, je veux bien croire, là, comme François Gagnon l'a écrit ou l'a dit, je ne me souviens plus. Charrot a eu son 5 minutes. Mis à part ça, là, un nouveau venu, une recrue, ne joue pas le 2e plus de temps de minutes dans un match s'il n'est pas bon. Il a été bon hier, Romanov. Par contre, il a été risqué. J'ai hâte de voir à quel point il va se faire brûler m'emmener. 2-3 fois marcher sa ligne bleue. Mon gars, en avantage numérique, aurait pu se faire soutirer la rondelle puis il l'a conservé. Ça, d'après moi, on va faire une petite vidéo avec lui en disant, sais-tu quoi? Il faut faire que tu sois plus sécure dans ce temps-là. Je vais te dire une chose, Martin, là, je t'écoute parler. Il n'y a pas juste moi qui ai été excité hier. Tu l'es, toi, avec pas mal. Tu es en train de tout défiler les sujets en 10 secondes. Tu es en feu. Calme-toi un peu. On va y prendre point par point. Écoute, j'ai pas le temps de placer un mot, mais c'est correct. Ouais, je vois ça. Là, hier, la petite piqûre de le vaccin du hockey a fait son apparition dans tes veines hier. Je vais te dire de quoi aujourd'hui, tu es en feu, mais c'est correct. Puis je pense que dans l'ensemble des gens, dans l'ensemble des amateurs de sport et surtout de hockey, ils ont le même feeling que toi aujourd'hui. Ce matin, tout le monde voulait jaser. Je sais bien, on se voit pas comme à l'habitude, là, mais on téléphone ou on se parle, puis tout le monde voulait jaser de ce match-là. Puis là, on va y prendre point par point. Je pense qu'on est en mesure de retrouver François. Donc, prise 2. François Gagnon, bon midi, mon cher. Je comprends pas que je sois gelé. Écoute, il fait chaud dehors, là, ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, bon midi. J'espère que ça va tenir. Les réseaux cellulaires s'en vont de même. C'est un peu à l'image du match d'hier soir. Là. Ça avance, puis ça recule, puis ça avance, puis ça recule. Mais pour le moment, ça a de l'air pas pire. Alors, je vous entendais, mais... Vous m'entendiez pas. Alors, première des choses, oui, j'ai adoré ce match-là. C'est un match comme on les aime quand on est amateur de hockey. C'est un match comme on les déteste quand on est partisan, parce que peu importe que tu sois partisan du Canadien, c'est décevant parce qu'il y a au moins un point qui a été gaspillé là, peut-être 2. Mais écoute, on a eu du fun hier soir, tout le monde, je pense. Ben moi, j'ai adoré ton titre de chronique, là, une défaite divertissante. Puis c'est vrai, tu pouvais pas mieux résumer le match d'hier parce que, tu sais, le Canadien a mené tout au long de la rencontre, puis finalement, ça n'a pas fini comme on voudrait. Mais on a eu nos chances en prolongation. Tu sais, l'échappée de Dano, entre autres, il y a eu un bon tir de Toffoli également. Tu sais, on a quand même eu des chances. Le Canadien, c'était pas, tu sais, moi, je me souviens par le passé, on a vu des matchs en prolongation que Montréal ne touchait pas à la rondelle, mais hier, c'était pas le cas, là. Écoute, il y a eu plein d'aspects positifs puis plein d'aspects négatifs aussi, mais c'est ça qu'on veut. Il s'est passé des choses dans cette partie-là. Écoute,
Philippe Danault, il va s'en vouloir parce que Freddie de goalie, là, Frédéric Anderson, c'est le pire gardien de la Ligue nationale pour le nombre de buts accordés entre les jambières. Puis il n'a pas été fort hier. Il a fait un bon arrêt contre Toffoli, là, quelques secondes avant le but gagnant. Il y a eu quelques arrêts corrects aussi. Mais le deuxième but à Anderson, là, je m'excuse, mais comment t'appelles ça, Martin? Là, c'était une zézette, ça, là. Mais quand Philippe Danault est arrivé en échappée, d'abord, les joueurs des Leafs sont arrêtés. Là. Tout le monde était brûlé mort. La passe de Weber à Danault pour l'échapper, c'est à peu près une passe comme moi je fais, là, à 1/4 de centimètre à l'heure. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Et le jeu s'est déroulé au ralenti. Il était brûlé, Philippe Danault, c'était mort évident. Aussi. Là, c'est facile à dire le lendemain quand tu regardes ça. Il aurait dû tirer, mais les statistiques sont là pour le démontrer. Anderson, c'est le gardien de la Ligue nationale qui donne le plus de buts entre les jambes dans l'infâme five-hole. Et on a essayé de le déjouer, là, puis ça n'a pas servi la cause. Mais autant dans le positif que dans le négatif, là, sur ma feuille de travail, là, il y avait plein de choses que je cochais, il y a plein de choses que j'ai aimées, il y a plein de choses que, même quand c'est négatif, que tu aimes voir parce que tu dis « Oups, on va peut-être se calmer les nerfs ». À commencer par le désavantage numérique et Joel Edmondson. Là, il y a eu quelques ratés, là, quelques situations où on aurait voulu là, voir le Canadien être un peu plus agressif. Martin t'a dit qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que chez Weber, c'était une punition niaiseuse. Voyons donc, c'est la punition de Suzuki avant qui est niaiseuse. Ça n'a pas de sens, ça, là, de t'accrocher après un joueur qui n'est même pas dangereux. Là. Ça, c'était pas vite. Là. Jonathan Drouin, en arrière du but, c'est une malchance. Chez Weber, il voulait pas tirer d'un gradin, là, puis il visait pas personne parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Non, c'est ça. Non, c'est une malchance. Puis, tu sais, Suzuki est un peu à la Bogosian, qui en a pris 2, dont une. Puis, en plus, ça va se plaindre à l'arbitre. Tu sais, on le voit à reprise qui retient le chandail. Je veux dire, anyway, regarde, c'est pas grave, les pénalités. Je pense que les Canadiens, en plus, je sais pas si vous avez vu ça sur rds.ca, on voit le plan de match, 4 liners de Claude Julien sur ses notes. Et là, on a mis ça hier sur le site de RDS, sur la section bail courbe. Et une de ces notes-là de Claude Julien, c'était discipline. Puis c'est un peu ça qui a fait mal. Puis tu sais, François, je vais sauter tout de suite sur le sujet parce qu'un des points négatifs, c'est Edmondson. Puis ça, c'est facile. Puis on en parlera si on a le temps à la fin. Hein. On va pas sauter sur lui tout de suite. Mais un des sujets que tout le monde a parlé après le match, puis toi, tu disais, je pense pas que rendu en 2020-21, ça fait partie du jeu qu'une bagarre change la game. Mais le Canadien avait quand même le contrôle de ce match-là. Sherrod n'avait rien à faire à acheter les gants contre Wayne Simmonds, qui, lui, avant même le match, s'était promis, il avait fait une déclaration en disant « J'ai hâte de fesser d'en face à quelqu'un ». Il l'avait dit même avant le match. Et qu'on soit d'accord, que ce soit du vieux hockey ou pas, tous les joueurs des Leafs en entrevue, Thornton, je sais que tu les as écoutés toi aussi, tout le monde a dit « Ça a réveillé le banc ». Et Colin, même en 2021, ça semble avoir marché hier. Puis à partir de là, le Canadien, comme d'embarquer dans un jeu d'émotion qui n'aurait pas dû embarquer, jouer du run and gun avec les Leafs au lieu d'aller garder la rondelle dans le fond du territoire adverse, puis travailler sur les malheureux défenseurs des Leafs qui sont, on va se le dire, pourris, à part Morgan Rielly. Bon, écoute, première des choses, là, ça fait des années que je le dis, moi, je suis pour l'abolition des bagarres, OK? Puis en plus, hier, c'était pas vraiment une bagarre, là. Ils se sont chamaillés plus que d'autres choses. Simmons a peut-être écorché... Exactement. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi. La gaffe là-dedans, c'est Sherrod qui l'a fait. Sherrod avait déjà une pénalité pour son 3e, 4e, 5e double échec sur Simmons, qui lui était bien content. Il est là pour ça. Puis il les encaisse. Quand il voit, puis c'est ce qu'il a dit, là, Simmons, dans son entrevue, quand j'ai vu Sherrod jeter les gants avant moi, j'ai dit « Hey, je serais bien cave de ne pas le faire parce que moi, j'aurais pas de 2 minutes d'instigateur en plus. » Donc, à ce moment-là, il était sûr que les arbitres n'allaient pas niveler les chances en pénalité. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il réveille son banc. Je minimise pas cet aspect-là. Mais de là à dire que c'est le point tournant du match, non. Le point tournant, c'est la pénalité de Suzuki, c'est les 2 buts en 1 minute 20 secondes. Tu sais, c'est ça qui a fait tourner le match. Mais Simmons a fait sa job. Puis regarde, il dit merci à Sherrod, sa patinoire. Il envoie le pouce en l'air au banc des punitions. Écoute, un peu plus, tu envoies un cadeau par la malle. Là. Puis ça, Sherrod devra se résigner à faire ça parce que il n'y en a plus davantage à acheter les gants. OK, peut-être que ça a soulevé le banc, là, je veux bien croire, mais ça n'a pas été... Ça fait juste ça, réveiller le monde. Alors, non, mais ça a changé le rythme. Les Leafs, ça les a rembarqués dans la game. Oui. Les Leafs étaient spectateurs. Les défenseurs se faisaient déborder comme pas un. Et à partir de là,
on est tombé dans un... Parce que les émotions ont monté et les émotions ont nui aux Canadiens. Les Canadiens étaient en contrôle de ce match-là. La défensive des Leafs était débordée à chaque maudite présence. Et là, ça a levé l'émotion d'un côté où on dormait au gaz et ça a rajouté de l'émotion où on a comme eu une excitation où on n'avait pas besoin du côté du Canadien parce qu'on était cartésien, on jouait bien du côté du Canadien. Oui, mais c'est pas ça que je m'en cause, là. Moi, je m'en sac des émotions des Maple Leafs, là. Moi, ce que je te dis, c'est que les émotions des Maple Leafs peuvent monter tant qu'ils veulent. Si Suzuki ne pogne pas sa punition niaiseuse de paresse en fin de deuxième, puis que Weber ne garoche pas, les émotions des Leafs ne donnent pas 2 buts en fin de deuxième, là. Puis c'est pas le même scénario du match. Alors, le Canadien a échappé ça hier. Le Canadien a échappé ça, pas parce que Sherratt a perdu une bagarre, parce que, il n'aurait pas dû se battre contre lui, parce que ça a ouvert la porte à ce que tu as mentionné. Puis je minimise pas ça, là. Mais ce que je dis, c'est que le vrai point tournant, c'est les 2 pénalités. Et le mot discipline là, qui était là, Weber, c'est pas de l'indiscipline. Mais dans le cas de Suzuki, c'est de dire, hey, petit gars, t'as 20 ans, patine, là, accroche-toi pas. Tu sais, voyons. Moi, je suis d'accord avec vous autres là, sur tous les points de vue. Puis c'est vrai, on résume bien. Mais moi, puis je vais y aller général. Puis après ça, François, si tu veux, on y ira plus spécifique avec des joueurs ou des points positifs et négatifs dans le match. Mais moi, là, quand j'ai regardé le match hier, 2 choses. Premièrement, la vitesse nous saute aux yeux. C'est incroyable comment que c'était rapide là, comme exécution. Puis c'est de toute beauté à voir aller, là, sérieusement. Puis l'autre constat, c'est qu'on était tellement habitués par le passé. Quand le Canadien prenait une avance ou Kelly se faisait revenir, il se faisait remonter, bang, bang, comme hier, 3-1 à 3-3 dans le temps de le dire. 9,5 fois sur 10, pour pas dire 10, là. Le Canadien était mort et il ne revenait pas dans ce match-là. On sentait que c'était terminé. Là, hier, c'est pas ça qui est arrivé. On est allé chercher le 4e but, puis le Canadien était là quand même jusqu'à la fin, jusqu'en prolongation, puis ils ont eu leur chance en prolongation. Ça, je trouve que c'est un point extrêmement positif quand tu regardes le Canadien version 2021, non? Ben d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que le match a été divertissant. C'est que jusqu'à la fin, puis quoi, il y a eu 4 tirs, je pense, du côté des Maple Leafs en prolongation, 2 du Canadien. Et puis, à 3 contre 3, généralement, un tir, c'est une bonne occasion de marquer. Donc, tu sais, ça a été divertissant jusqu'à la fin. Et pour moi, à ce niveau-là, écoute, ça faisait assez longtemps qu'on attendait ce match-là, que peu importe le résultat, victoire ou défaite, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir du plaisir à regarder du hockey. Puis, m'a dire une chose, le crayon se faisait aller, puis sur Twitter, ça se faisait aller, parce qu'il y en a eu des choses à relever dans cette partie-là. Ah oui, j'ai fait mon François Gagnon hier. J'étais sur Twitter, puis il y avait du monde en temps qui réagissait. Juste pour rassurer sur ce que Yannick disait, l'avantage numérique, je sais qu'il était 2-3 hier. Moi, j'ai écrit pour le Canadien 3-3. Moi, je vais essayer de calculer l'avantage numérique cette année, le Canadien, est-ce qu'il génère des choses. Et le premier avantage numérique a tout fait sauf anéantir l'élan du Canadien. On a généré des choses et les 2 avantages numériques, bien que différents, ont été superbes. Bien, mais c'est ça qui est la clé. Je ne sais pas si c'était à On Jase ou si c'était à l'antichambre, mais on a déjà parlé là, de qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer l'avantage numérique du Canadien. Puis ma première réponse est venue après des discussions avec des coachs de la Ligue nationale que je connais plus qui disaient à cette heure, dans la Ligue nationale, puis excusez mon à cette heure, là, ça te prend 2 avantages différents. Il faut que tu déstabilises. Il y a tellement d'études qui sont faites sur le vidéo. Il y a tellement d'études qui sont faites pour dire si la POC s'en va là, bien, préparez-vous parce que là, elle va s'en aller là, puis là, lui, il va tirer. Alors, avec les 2 vagues qui sont différentes, qui ont des stratégies différentes, des manières de jouer différentes, tu obliges ton adversaire à s'ajuster. Puis c'est pas facile de s'ajuster en 10 secondes. Là. Et puis, on l'a vu, Weber a décoché 2-3 bonnes garnottes du haut des cercles. Il y a à peu près la qualité de la shot de Ovechkin, mais il va falloir qu'il la mette plus précisément sur le but. Mais tu as raison, Martin, il y a eu des choses qui ont été générées. Les mouvements de rondelles, c'est plus juste « Ah, OK, on se promène, puis on garde le contrôle ». On est menaçant aussi. Toffoli, hier, n'a pas marqué. Mais moi, j'ai aimé son match, là. Toffoli a 2 ou 3 bonnes occasions de marquer. Il y a eu des bons échanges. Sur ce trio-là, moi, j'aime pas Armia. Je trouve qu'il éteint tout Armia. J'aimerais mieux voir un Byron explosif là-bas ou peut-être Perry qui s'installerait devant le filet. J'ai hâte de voir quand on pourra insérer Perry, à quel endroit il va se situer et quel rôle on va lui donner.
Mais dans l'ensemble, le gros trio, là, ils ne veulent pas l'appeler le premier, mais l'appeler le gros trio, le Suzuki, Drouin, Anderson, ça a été très, très fort. Drouin il a joué un gros match hier. Il n'a pas marqué, mais il y a 3 points. Puis tout le monde va se souvenir du mauvais jeu à cause de l'arbitre, là. Mais écoute, oui, il aurait pu tuer le jeu dans le coin, c'est vrai. Mais encore là, il n'a pas dit qu'un a tiré ça sur l'arbitre pour donner une chance au Maple Leaf d'égaler. Là. Et ça ne peut pas, ce jeu-là, anéantir tout ce qu'il a fait de bien et de bon dans le match. Parce que s'il en joue 50, comme il a joué hier, il va avoir une très, très bonne saison. Hey François, tu parles de Drouin, là, du trio là, avec Suzuki et Anderson. Je me trompe ou il me semble que Jonathan Drouin, hier, je le voyais tout sourire sur la glace et sur le banc tout au long du match. Et en entrevue après le match, il a dit « Ah, c'était le fun parce que là, on faisait nos jeux sur le banc, puis on arrivait sur la glace, puis ça marchait, ça fonctionnait. » Tu sais, je pense qu'Anderson a amené un deuxième souffle ou une deuxième vie à Drouin. Là, et je sais que c'est juste un match, mais c'est l'impression que j'ai eue en voyant Jonathan Drouin pendant le match puis en écoutant ses propos après le match. Oui, puis rajoute Suzuki aussi, parce que ça a commencé l'été dernier. Mais oui, mais tu sais, je connais pas Jonathan Drouin. Quand j'ai commencé ma carrière puis qu'on voyageait en avion, pas nolisé, mais en vols commerciaux, puis qu'on passait 2-3 heures à attendre dans les aéroports puis à jaser, tu venais qu'à connaître des joueurs. Puis là, je vais m'avancer un petit peu. Puis j'aime pas ça faire ça. Parce que je connais pas assez Jonathan Drouin. Mais tu sais, il y a des gars qui sont capables de se motiver facilement, puis il y a des gars qui sont capables de se décourager facilement. Prenez l'alignement du Canadien l'an passé puis l'alignement du Canadien aujourd'hui. Puis là, vous regardez ça, puis il y a 2 ans. Peut-être que Drouin, c'est le genre de gars qui se laisse abattre un peu puis qui dit « Coudonc, ça va être tough, on n'a pas... » Tu sais, il manque quelque chose. Et là, ce qu'on voit, nous autres, il voit lui aussi. Il devrait connaître le hockey pas mal plus que nous 3 mis ensemble. Alors, il se dit « Tiens, là, l'occasion est là. » Et c'est ça que j'espère voir de Jonathan Drouin. J'espère qu'il ne gaspillera pas l'occasion qui se présente. Et le premier match, si le premier match est une bonne indication, ça va être vraiment intéressant pour le reste de l'année. Absolument. Écoute, François, on va aller à la pause dans quelques instants pour des gens qui sont à la télévision. On va continuer sur le web. Juste pour ton jeu de puissance, je voulais rajouter tantôt, quand tu parlais de jeu de puissance, tu avais parlé avec des gars, puis il disait que ça en prenait 2 différents. Mais sais-tu surtout ce que ça prend sur un avantage numérique pour que ça marche? Prend du talent. Puis on en a rajouté 3 nouveaux sur le powerplay avec Romanov, Anderson puis Toffoli. C'est 30 % de meilleur. C'est vrai. Ça change également. Les gens de la télé, on s'en continue sur le web. On revient. Puis il y a ce que tu ajoutes, puis il y a ce que tu enlèves. Tu enlèves des Jordan Will, tu enlèves des Ben Sherratt qui jouait peut-être sur l'avantage numérique avec Petrie sur le deuxième, là, parce que Weber était tout seul sur le premier. Bref, tout ça pour te dire que c'est pour ça que l'avantage numérique, puis je suis content que ça ait cliqué, parce que sais-tu quoi? L'avantage numérique, je trouve, c'est du momentum. Quand ça commence à mal aller, là, crime que tu traînes ça pendant des matchs parce que tu deviens nerveux puis tu n'as plus confiance puis tout ça. Si tu pouvais partir ça comme ils ont parti ça hier, je trouve que c'est de bon augure puis ils vont avoir confiance dans les prochains matchs. Ce n'est que de bon augure. Puis en plus, ils vont jouer contre les Oilers qui sont lamentables défensivement. En tout cas, après le match d'hier, je peux te dire, ils sont lamentables. OK, des petits points, négatifs. Hier, McDavid n'a rien fait que ça va... J'espère qu'il va, il va se vider un petit peu ce soir de buts et de points pour pas que ça soit contre le Canadien. Parce que les Oilers, tu as raison. Encore cette année, là, Dave Tippett a beau être un extraordinaire entraîneur-chef. Là, il en demeure pas moins que... Tu sais, on a dit souvent à Montréal, sans les arrêts de Carey Price, aucune chance de victoire. Mais sans McDavid sur la feuille de pointage, ça va être bien difficile de gagner du côté des Oilers cette année. Encore. Oui, eux autres aussi, ça serait sans Carey Price, pas de projet de victoire. Puis imagine, ils n'en ont pas de Carey Price. Puis on a la défensive qu'on avait à l'époque. Bref, on en reparlera. Les Oilers, on va avoir le temps d'en jaser. François, 3 petits points négatifs peut-être. En tout cas, le changement de Paul Byron sur le but de la victoire. Paul Byron, qui était déjà -1, aurait été -2 avec cette présence-là, mais il l'a donné à Gallagher en débarquant comme ça, puis en donnant le 2 contre 1 à Sherratt. Ça, c'est un des points. L'autre point, Edmondson qui écoute. Je ne vais pas y lancer la pierre. On va attendre. Je me souviens que Ben Sherratt, c'était pas chic non plus l'an passé quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, jusqu'à temps que Claude Julien se fâche et qu'il dise
À Winnipeg, tu sais, Julien avait dit, à Winnipeg, il avait juste envoyé la rondelle sur la bande, puis il y avait des gros alliés comme Wheeler, Scheifele, il y avait des gros bonhommes, et Laney qui venaient chercher la rondelle puis qui la sortait pour lui. Ici, à Montréal, il va falloir qu'il fabrique des jeux pour sortir la rondelle, et à partir de ce moment-là, Chabot a été mieux. Hier, à Edmondson, là, la poisse courait après. Et le troisième point négatif que je te dirais, et c'est un excellent tweet que j'ai lu sur Twitter, s'il y a 3 choses qu'on est sûr dans la vie, puis ça faisait 5 minutes que le match était commencé. La mort, les taxes et Lehkonen qui s'enfarge dans ses patins. Parce que Lehkonen était tombé en pleine face dans un repli. Ça, je m'excuse, là, mais Lehkonen, j'embarque pas là-dedans. Il tombe souvent, mais il tombe parce qu'il se défonce, parce qu'il patine. C'est pas un facteur négatif. Je vais les prendre parce que moi, j'en ai un facteur qui est bien plus négatif que ça. Je vais les prendre un après l'autre. Là. Le changement de Byron, c'est vrai que c'était pas intelligent. Là. Tu reviens pas au banc. Il s'est peut-être dit, tiens, j'espère que Gallagher pourra tricher puis sauter un petit peu plus vite puis être plus rapide que moi en repli défensif, mais il était déjà trop tard. À 3 contre 3, c'est pas compliqué. S'il y a un joueur qui est battu, ça donne un surnom. Alors, ça, c'était clair. Et tu avais 2 gars. Hey, Riley, 5e but gagnant en prolongation en carrière. Là. Fait que il y a des capacités offensives qui sont là. Tavares, il a servi une belle passe. Alors, je mets pas le blâme sur Byron là-dessus. Edmondson, moi, je dirais que c'est probablement l'impact d'un camp d'entraînement pas assez long, pas assez serré. Il s'est peut-être dit, coudonc, je parais bien. Puis c'est vrai qu'il paraissait bien des matchs préparatoires. Et là, ça l'a frappé en pleine face parce que le niveau de jeu a grimpé pas mal. La vitesse a grimpé pas mal. C'est un gars qui est limité et qui devra se limiter. C'est un gars qui devra être solide en désavantage numérique. Et le deuxième but, là, quand Tavares fait dévier, Edmondson n'a pas d'affaire à perdre Tavares là. Ça, là, je vais y pardonner plein d'affaires avec la rondelle. Une mauvaise passe, pas assez précis sur un tir. Mais hey, chose, laisse-toi pas battre en avant des buts. C'est pour ça que tu es là. Et en ce moment, il est au sein du deuxième duo parce qu'on va attendre de voir qu'est-ce que Romanov est capable de faire et capable d'encaisser. Mais je ne serais pas surpris qu'avant longtemps, il se retrouve sa 3e paire là où il devrait être quand Romanov sera en mesure de prendre un peu plus de responsabilité. Puis il y en a déjà eu pas mal. Point négatif, à part de ça, pour moi, les mises en jeu. Ça n'a aucun sens, les mises en jeu hier soir. 0 en 7 à un moment donné, le Kotkaniemi, puis 1 en 7 pour Evans. Ça faisait 1 à 14. 0 puis une barre, tous les deux en zone défensive. Le Canadien, tous les joueurs du Canadien ont gagné 29 mises en jeu hier. Dano en a 17. Ça veut dire que tu en as 12 pour le reste de l'équipe et là-dessus, tu en as 2 à Gallagher, 1 à Tatar. T'sais, alors, Kéké est allé en relève à Evans. Oui, il est allé en relève à Evans en zone défensive parce que Evans a fait pitié. C'est sur le premier but de Nylander, si je me souviens bien. Donc, Claude Julien a essayé de l'aider, mais Kotkaniemi, c'est pas encore un grand maître. Et c'est normal, là, je le plante pas. C'est des jeunes joueurs de centre. Kotkaniemi, Suzuki qui a bien fait 7-8, je pense, là, au total, 7 en 15. Et Evans, il va falloir qu'il apprenne. Et là, le danger, puis on l'a vu hier, dégagement refusé avec le 4e trio ou le trio de Kotkaniemi sur la glace, ces gars-là sont obligés de rester. Là, tu ne peux pas envoyer Dano en relève. Et en prolongation, sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais pourquoi Dano, il n'y a pas d'affaire en prolongation, il n'est pas assez vite, il n'y a pas des bonnes mains, il y a plein de gars meilleurs que lui. » Tout ça, c'est vrai. Voyons donc. Mais mais en prolongation, tu as besoin de la rondelle. C'est le seul qui a gagné des mises en jeu hier. Alors, il faut qu'il est là pour les ramasser, puis ça a donné des occasions aussi. Alors, il faut travailler l'aspect des mises en jeu, et ça va être très, très crucial parce que c'est un point qui peut rendre le Canadien vulnérable. On l'a vu hier, les Maple Leafs ont marqué 2 buts à la suite de mises en jeu perdues comme ça. François, le temps file rapidement, puis on a beaucoup de commentaires à lire, puis je veux qu'on se garde un petit peu de temps, même si on s'en est pas parlé avant. Je veux te parler de Pierre-Luc Dubois tantôt, mais juste avant, t'attends-tu... Là, le Canadien, aujourd'hui, s'en va à Edmonton. Bon, on va pratiquer. Les Oilers jouent ce soir, un 2-en-2. Du côté du Canadien, on a quand même 2 jours de repos là, pour se préparer pour le prochain match. T'attends-tu à ce qu'il y ait des changements dans l'alignement? Penses-tu qu'on va réintégrer dans la formation Corey Perry pour le match de samedi ou on va garder ça intact? En ce moment, tu peux pas le monter, Corey Perry. Tu n'as pas de place.
Il y a 708 000 de marge de manœuvre. Perry, c'est 750 000. Donc, il faudrait que tu descendes quelqu'un qui est déjà sur la formation. Et si tu fais ça, tu dois soumettre un nom au ballottage. À moins que tu descendes Evans, là, parce que ça pourrait arriver. Alors, juste avant, ouais, t'as bien fait ça. On est de retour à la télé en direct, mais juste avant, sur le web, je demandais à François, puis je te laisse poursuivre là-dessus, s'il s'attendait à avoir des changements dans la formation pour le match de samedi chez le Canadien. Je posais la question pour Perry, parce qu'on sait que là, c'est une question monétaire qui complique les choses un peu. Bien, c'est ça. Il n'y a pas de place encore pour pouvoir monter des joueurs. Moi, ce que je m'attends, c'est que le Canadien nous annonce que Kotkaniemi est envoyé au sein de l'équipe de réserve, là, du Taxi Squad, aujourd'hui ou demain, pour sauver une journée de salaire. En fait, je dis salaire, là, mais c'est la ponction sous le plafond 5 heures à 5 heures. Qui compte. Et ça, c'est 925 000 $. Donc, ça permet aux Canadiens de sauver un peu moins de 8 000 par jour. Mais 8 000, après 10 jours, c'est 80 000. Puis là, tu l'as, ton espace de manœuvre pour grimper Perry ou un autre joueur. Et plus la saison va avancer, les salaires sont calculés au prorata d'où tu es rendu. Donc, sur le calcul, là, sur la place sous le plafond, bien, plus la saison avance, moins les salaires occupent de l'espace, donc plus ça crée une marge de manœuvre. Fait que le Canadien est dans le trouble là, pour une quinzaine de jours. Après ça, on va avoir une flexibilité, en autant qu'il n'y ait pas de blessés. Parce qu'un blessé, je le rappelle, son nom, tu peux le sortir de ta masse. Pas de ta masse, mais de ta formation. Mais son salaire, tu dois le garder. Alors, c'est bien beau de dire, bon, disons là qu'il y en a 2 joueurs qui se blessent du côté du Canadien. Puis là, tu dis, OK, parfait, on est juste 21, on tombe à 19. Mais là, on fait quoi? On fait quoi? On ne peut pas monter personne. Alors là, on pourrait, dans une situation, être obligé de faire un rappel d'urgence parce que cette année, contrairement aux autres années, à cause de la COVID, la Ligue nationale permet aux équipes de monter un joueur en situation d'urgence. Donc, si on était seulement à 19, avant d'avoir disputé un match à 19. Souvenez-vous, l'année passée, les Pingouins en ont fait 1 ou 2. Je pense qu'il y a quelques équipes qui ont joué comme ça un match avec un attaquant ou un défenseur en moins, là, avec 2 gardiens, parce que ça, tu n'as pas le choix. Mais au lieu d'avoir 18 patineurs, tu en avais 17 seulement. Et là, bien ça, c'était leur pénalité. Après ça, tu pouvais faire un rappel d'urgence. Cette année, tu vas pouvoir faire un rappel d'urgence à cause de la COVID sans avoir à disputer un match comme celui-là. Mais ça pourrait obliger le Canadien à faire jouer Mété à l'attaque avant de tomber dans une situation d'urgence. Mais encore là, je le répète, ça, c'est pour une dizaine de jours. Je vous le dis tout de suite, là, ça existe déjà. Il va y avoir une formation qui va jouer à 19 aujourd'hui, je pense. C'est les Knights de Vegas qui ont annoncé leur formation pour demain. Seulement 5 défenseurs seront dans l'alignement pour les Knights de Vegas. Puis, pensez pas non plus que quand on va avoir réussi à créer ce petit espace de salaire-là, on va s'amuser à monter Corey Perry pour Nasser Renaud dans les estrades. On va pas brûler les économies qu'on a faites juste pour acheter un gars dans les estrades puis manger des hot dogs. On va vraiment attendre d'être rendu à... Il y a un joueur qui est blessé, puis là, on va monter quelqu'un... sur la masse salariale. On ne va pas brûler les économies qui sont si difficiles à faire du côté du Canadien. Vas-y, François. Après ça, je vais te lire les commentaires des gens. Juste avant d'aller là, je veux renchérir ce que tu viens de dire parce que c'est important. C'est un très bon point que tu amènes par rapport aux Golden Knights. Et là, les Golden Knights ne peuvent pas dire à la Ligue nationale « Hey, on a une situation d'urgence ». Non, vous n'avez pas une situation d'urgence. Vous avez un problème de masse salariale. C'est pas pareil, là. Vous ne vous retrouvez pas à 19 parce que vous avez 2 gars blessés. Vous vous retrouvez à 19 parce que vous êtes pogné à 19 parce que vos 19 occupent trop de place sous le plafond. Ça, c'est des situations qui sont différentes, là. Le rappel d'urgence, c'est si tu es privé d'un joueur pour te rendre à 20 à cause d'une blessure et parce que à cause de cette blessure-là, tu ne peux pas monter quelqu'un. C'est une nuance, là, mais elle est importante ici. Oui, absolument. Plusieurs gens ont répondu. Gaétan qui dit c'est normal, le premier match, c'était pas parfait. That's it. Éric Marion qui dit l'histoire du match, c'est vraiment les mises en jeu. Tu peux pas gagner un match si tu n'as jamais la rondelle, puis tu commences jamais avec la rondelle. Martin B, toujours sur notre page On Jase, une page officielle. Vous n'êtes pas au courant, vous pouvez venir nous écrire, vous nous écoutez à la télé ou sur le web. Vous êtes en
en temps réel pour correspondre avec nous. Martin Hébé qui dit ça se peut juste aller mieux pour les mises en jeu. Ça peut pas être pire qu'hier. Guillaume confirme que Big Joe Thornton a pris plusieurs mises en jeu pour Matthews. Ça, c'est une autre affaire. Le Canadien n'a pas gagné grand mise au jeu, mais on n'affrontait pas la meilleure équipe au département des mises en jeu. Là, à part Spezza et Tavares, là, c'est pas comme si c'était Bergeron et peu importe les meilleurs de la Ligue nationale de hockey, ou à Philadelphie, où on a deux des meilleurs avec Couturier. Puis Giroux, puis Hayes. Ouais. Jonathan Audet qui dit Suzuki, il parle des mises en jeu lui aussi. Steve Finn qui dit c'est rarement positif avec François, mais dans la victoire imaginée, dans la défaite, ben non, François était positif aujourd'hui. On a juste dit 2 points positifs, il ne faut pas capoter non plus avec ça. Bref. Puis il y a Rodrigue Trouillette qui est un fidèle auditeur, puis c'est Bruno Gervais qui disait, puis je vais finir avec ça, François. Il disait, là, le problème d'Edmondson, on a frappé un coup de circuit avec Sherrod. C'est Bruno Gervais qui disait ça. Puis là, tout le monde s'attend à ce que Edmondson soit Ben Sherrod. Alors que Rodrigue, il dit, Edmondson, ça va-tu être un Sherrod ou ça va être un Alzner? Ben là... Écoute, avant de comparer Alzner, je vais attendre, là. C'est parce que c'est des comparaisons qui sont difficiles à établir. Il y a une chose où on peut faire une comparaison entre Alzner et Edmundston. C'est que les deux ont joué avec un défenseur tellement bon qu'ils l'ont fait mieux paraître. Tu sais, Edmundston jouait avec Pietrangelo. Tu lui donnes la rondelle, tu restes tranquille, puis il y a des bonnes chances que les choses vont bien aller. C'est ce qu'on espère qui va arriver chez le Canadien avec Jeff Petrie, parce que Petrie a été probablement, en fait plus que probablement, il a été le meilleur défenseur du Canadien l'an passé. Alors, il va être intéressant de voir ce qui va arriver. Mais pour moi, tu sais, Alzner est arrivé, puis il jouait... Il offrait ce qui était à offrir. Le problème cet été-là, c'est qu'il y avait Alzner au marché des joueurs autonomes qui était disponible. Montréal avait besoin d'un défenseur comme les stations de ski ont besoin de neige en ce moment. Gaucher. Et puis là, il a été obligé de surpayer. Alors, il n'y avait pas le choix. Edmondson, il faut qu'il reste dans le cadre qui lui est salutaire, c'est-à-dire solide autour de son but. Quand tu as traversé la ligne bleue, tu commences à te dire, ben là, il ne faudrait pas que j'aille trop loin. Quand tu es rendu à la ligne rouge, tu te dis, wow. Faut pas qu'il se fasse prendre l'autre bord, là, lui. Là. Alors, c'est à ce niveau-là. Est-ce que ça va être un autre Alzner? Je pense pas. Ça serait trop bas. Mais il ne faut pas non plus penser qu'on a un candidat au Trophée Norris ici. Là. François, rapidement, puis je vais revenir aux commentaires, Martin, parce que sur Facebook, il y en a plein, là, ça explose. Après la réponse de François, pendant qu'il va nous quitter et que David va arriver, je vais lire plusieurs commentaires. Mais les gars, je veux sortir du Canadien pour une question bien vite. Hier, on a vu l'entraîneur des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, qui a dit à la radio carrément que Pierre-Luc Dubois voulait quitter les Blue Jackets, ne veut plus jouer là. Il aurait dit aussi, puis ça c'est dans le texte là, que j'ai lu, que Dubois l'aurait même expliqué aux joueurs. C'est très rare qu'on voit ça, surtout d'un jeune joueur. T'en penses quoi de ça? Il me semble que ça le met dans une mauvaise situation. Là. La saison commence pour eux ce soir à Nashville. Et ça le place dans une situation impossible, tu sais. Parce que, mettons que Jarmo Kekalainen est prêt à dire à son petit gars, qui est encore qui vient de signer son 2e contrat, là, OK, t'as pas aimé ça, 10 millions pour 2 ans, je vais essayer de t'échanger. Il facilite pas les choses. Puis là, les fans du Canadien vont se mettre à rêver, puis on va dire ça coûterait quoi? J'en ai eu des questions là-dessus sur Twitter, j'imagine que vous en avez aussi. OK, on jase, ouais. Là. Ça coûte quoi pour avoir Pierre-Luc Dubois? Écoute, c'est loin d'être évident, à moins que le Canadien, que Marc Bergevin puisse faire comme Pierre Lacroix, feu Pierre Lacroix, a fait quand Patrick Roy a dit « je joue plus ici », puis qui appelle Jarmo à Columbus, puis dit « m'a t'aidé », puis qui réussisse à y passer un sapin. Il a déjà passé un sapin aux Blackhawks avec Philippe Danault et puis un choix qui s'est avéré être Alexander Romanov. Là. Mais Jarmo Kekalainen ne se fera pas passer un sapin dans une transaction comme celle-là. Et Dubois... C'est clair. Je ne sais pas comment ses coéquipiers vont composer avec cette situation-là, mais c'est rien de salutaire pour lui. Je ne comprends pas cette réaction-là. Puis c'est sûr qu'il n'y aura pas une épaule pour aller se faire consoler avec John Tortorella. Alors, j'ai bien de la misère avec cette situation-là. François, on doit te laisser. On aurait pu faire 1h30 parce qu'on avait tellement hâte au hockey. Un gros merci, Frank, puis on se rejase bientôt. C'est la semaine prochaine, certain. Certainement.
Quand vous voulez, Salut, en avant François. de Bobby Orr, puis de toute ma gang, je vais être là. Ouais, Salut. des grands, des légendes. C'est Salut, bon. Frank. Martin, j'avais dit que je lirais quelques commentaires Facebook là, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça va permettre à David de s'installer. Simon Lausier qui nous parle de Romanov. Rémi Chamberlain qui parle de l'indiscipline, lui, hier du Canadien. On en a parlé beaucoup. Patrick Guillet qui, lui, a dit le trio Drouin, Suzuki, Anderson, wow, avec des emojis, avec des grands yeux. Kevin Simard, les gars, pensez-vous que Kulak va rester longtemps parce que là, Romanov est intéressant. Il y a Dave Couture qui commente également le match d'hier. Robbie Laplante, je crois que Toffoli, Anderson et Suzuki vont donner du power aux autres joueurs. Ça regarde vraiment bien. Salutations. Là, il y en a tellement. Là, je vais nommer les noms. Maxime Brodeur, Stéphane Jacques également, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent. Marc Desjardins, Philippe Lévesque qui a bien apprécié son match d'hier. Robert Trépanier également qui a apprécié la rencontre. Sébastien Boucher qui parle de Byron quand il est en trop bain, comme tu l'as dit tantôt en prolongation. Peut-être pas le meilleur timing. Frédéric Faubert qui en parle aussi. Gino Parisé dit Evans n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Ça prend un quatrième centre qui va remporter des mises en jeu, un peu comme Nate Thompson. Gaston, ouais, non, je sais, c'est un match. Mais tu sais, Gaston, on a parlé beaucoup de ça, tu sais, de ce quatrième joueur de centre. Puis là, hier, ça lui a donné raison. Max Coulombe également, salutations. Frédéric Lapointe, écoute, il y en a et il y en a, mon cher ami. Olivier Savard, qui parle de Dubois. Il marque, les gars, il faudrait arrêter avec Dubois. S'ils veulent Suzuki ou Romanoff, je ferme le téléphone, je raccroche, merci, bonsoir. Mais c'est ça va coûter. C'est sûr, là, ils ne donneront pas du bois pour Jordan Will, puis 4-5 choix. Il faut être... Non, c'est clair. C'est ça. Donc, on a fait le tour vite. Oui, bien écoute, on va accueillir tout de suite David Perron qui jouait hier. Salut David, comment ça va? Salut les boys, ça va super bien. Et vous? Ouais. Ben oui, ça va bien. Écoute, Grosse victoire hier, mon David. Oui, on a eu un très bon match contre Colorado. Puis justement, là, on a une journée de congé entre les deux en préparation pour le match encore contre l'Avalanche demain. Donc, notre trio qui a joué contre McKinnon toute la soirée va dire une affaire. En altitude ici au Colorado, premier match de la saison contre la Ligue à McKinnon, ça buzzait pas mal de l'autre côté. Donc, non, c'est super plaisant. Là, je pense que O'Reilly a fait un très bon travail. Là, évidemment, c'est sûr que ça repose encore plus sur lui que sur les alliés. Le côté défensif de la chose. Mais tu sais, t'as quand même McCart, il joue avec Taze en partner. Les deux défenseurs sont pas mal actifs. Donc, bon premier test pour notre équipe. As-tu demandé au préposé à l'équipement, j'aimerais ça avoir de l'oxygène? Pas loin. Non, mais tu sais, c'est intéressant. Tu sais, je pense que les autres trios ont fait un excellent travail aussi du côté offensif parce que de notre côté, ça reste que je sais pas exactement les statistiques, là, mais on a dû commencer une ou deux fois en zone offensive sur nos 20 présences. Donc, on commençait souvent nos présences en zone défensive. Évidemment, O'Reilly, c'est son habileté avec les face-offs, etc. Donc, puis McKinnon, bien évidemment, l'entraîneur, dès qu'il y avait une mise en jeu en zone offensive, on savait qu'elle allait probablement l'envoyer. Donc, Berube nous envoyait souvent de ce côté-là. OK. Le match, je pense que ça a été clair hier. Ça a été un statement. Vous avez été meilleur que l'Avalanche à 5 contre 5. Ils ont marqué un avantage numérique. Puis c'est ça que je disais à Yann avant le show, David. J'ai dit là, ils ont monté tranquillement Robert Thomas. Ils ont commencé à l'aile, au centre de la troisième. Là, cette année, on lui donne le centre du deuxième. Ça amène Luke Shen sur votre trio à toi, O'Reilly. Et on met Schwartz à deuxième avec Thomas. Et on pensait mettre Hoffman, mais là, Hoffman a des problèmes de visa. Sonvis était là hier, puis il a dit Hey, oubliez-moi pas, il en a mis 2 dedans hier, dont un sur une superbe passe une main entre ses patins de Thomas, puis l'autre, Thomas, qui fait un revirement derrière le filet. Nous autres, on parle beaucoup de Suzuki, un peu dans le même style. Thomas, une bonne game sur le 200 pieds. Moi, je les ai mis, les Blues, en avant de l'Avalanche Colorado. Pas parce que tu es mon invité que je te le dis, mais c'est parce que je voulais juste être sûr que tout le monde le sache. Ça vous donne, tu sais, Tarasenko n'est pas encore là, Hoffman n'est pas là. Vous commencez à avoir des outils là, quand tout le monde va être de retour. Là. Non, effectivement. Regarde, c'est vraiment là, une clé de notre équipe. Peu importe qui joue pas. On a toujours des gars qui sont prêts à stepper up. Je pense à un gars comme Barbashev aussi qui joue sur le 4e trio. Je pense qu'il
un peu plus de touches offensives que les gens lui donnent crédit. Honnêtement, ça change pas grand-chose là, pour nous. Sundqvist, on sait que c'est un excellent joueur. Je pense qu'un gars comme Schwartz va aller chercher toutes les rondelles en zone offensive. C'est un travaillant qui est quand même sous-estimé au travers de la Ligue nationale, selon moi. Il va aller donner gros des rondelles à Thomas, que justement, il va utiliser sa vision du jeu. Deux très belles passes hier sur des buts. Puis justement, tu sais, je pense qu'en ayant un gars comme O'Reilly qui va jouer contre des meilleurs match-ups à tous les soirs, ça donne une opportunité pour nous, justement, d'envoyer Thomas plus dans une situation offensive. Je pense que son temps de glace aussi va augmenter de match en match au courant de la saison. Malgré qu'il était sur les 2 premières lignes, je pense qu'hier qu'il a joué 13 minutes. Donc, c'est pas énorme. Puis on sait que quand il va avoir la puck sur sa palette, là, ça fait 3 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Il a l'expérience de faire la bonne décision avec peu importe la situation dans le match. Donc, c'est super intéressant qu'il y ait des meilleures opportunités cette année. David, je sais que, hier, il n'était pas là. Martin l'a dit rapidement, mais dans les derniers jours, on ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Les Blues ont quand même fait l'acquisition de tout un joueur de hockey qui va se joindre à votre groupe dès que son problème de visa sera réglé. Mike Hoffman, comment ça a été accueilli, ça, dans le vestiaire? Comment ça s'est passé? Il est arrivé, il a pratiqué un petit peu, puis là, il va pouvoir jouer. Je ne sais pas s'il va pouvoir jouer le prochain match demain ou ça va aller à la semaine prochaine, là, mais parle-nous un petit peu de Hoffman à Saint-Louis. C'est pas encore. On l'a su hier en fin d'après-midi qu'il ne pourrait pas jouer finalement. Donc, c'était pas une décision qu'on s'attendait non plus. Comment qu'on a accueilli ça? On a accueilli un autre scoreur, je pense qu'en avantage numérique, lors de nos pratiques. On a commencé à bouger le puck dans un niveau qu'on avait, même si on était 3e dans la Ligue nationale, je pense, l'année passée, durant la saison. Avec lui, avec Krug en haut, il n'y a pas de stick handling pas nécessaire. Là, c'est incroyable quand on mouvait le puck dans les pratiques. Est-ce que ça va arriver de même dans des matchs? On verra. Ça va peut-être prendre quelques games à s'ajuster, mais tu lui donnes 1-2 chances dans ça, puis c'est sûr que ça va être dans le but. Donc, ça donne un autre outil. Il va jouer avec Robert Thomas, ça a l'air au début, puis on verra comment ça va aller. C'est intéressant. Tu as un gars comme Sundqvist qui monte sa 2e ligne. Score 2 buts, là, si Hoffman joue le prochain match, tu fais quoi avec Sundqvist? Donc, j'ai hâte de voir. C'est ça. Écoute, je suis sûr que tu le sais, tu es un gars qui se tient au courant. Il n'y a pas la meilleure des réputations, Hoffman. Mais tu sais, on a le droit à un moment donné de finir par comprendre puis faire les bons ajustements à 26, 27, 28 ans. Comment ça s'est passé, l'arrivée d'Hoffman? Est-ce que tu vois le joueur avec la réputation d'un mauvais garçon ou tu vois un gars qui est repentant? C'est quel Hoffman que vous avez eu à Saint-Louis? Écoute, regarde, nous, on entend les rumeurs comme tout le monde entend les rumeurs, mais je pense que notre travail en tant que coéquipier, c'est d'accueillir le joueur puis de lui donner une chance. On entendait certaines choses d'O'Reilly, puis regarde, 2 ans plus tard, c'est comme si tout ça, c'était pas vrai. Il est rendu capitaine. Il était à 2 matchs des étoiles. Il a gagné une Coupe Stanley et un Conn Smythe. Donc, on va donner la meilleure des chances à Mike. Puis, comme je l'ai dit, je pense qu'on sait que c'est un scoreur. On sait quel genre de joueur qui est sur la glace. Puis, effectivement, je pense que lui aussi, il y a des choses à prouver. C'est une des raisons qu'il a voulu venir avec une équipe comme Saint-Louis qui était prouvée qu'on pouvait gagner en play-off, on allait encore avoir une bonne équipe. Je pense qu'il recherchait ça. Il veut refaire un peu sa réputation de ce côté-là. Puis, tu sais, notre équipe, c'est une équipe de profondeur. C'est pas une équipe que ça va être les mêmes joueurs qui vont aller sur la glace dans certaines situations. De match en match, ça peut changer. Puis, il faut qu'ils buy-in là-dedans. Puis, je pense que tous les joueurs qui sont venus à Saint-Louis jusqu'à date, ils l'ont fait. Donc, il va embarquer avec tous les autres. David, question du public. Il y en a plusieurs là, sur Facebook. J'en prends une comme ça au hasard et je te la pose. David Montour veut savoir, en temps normal, vous avez plusieurs matchs pré-saison, en plus d'un vrai camp d'entraînement. Puis tu sais, on en a parlé beaucoup ici à Montréal. Il veut savoir, lui, à quel point le manque de pratique et de matchs pré-saison a paru hier, surtout en début de match ou tout au long de la rencontre? Pour notre équipe, la différence qui est arrivée avec Edmonton quand on était dans la bulle pour les séries, puis là, c'était notre préparation même avant le camp d'entraînement. Je pense que les gars, on était très déçus de comment ça s'était passé là-bas. On sentait que, sans dire individuellement, mais en tant qu'équipe, sans pointer vraiment personne du doigt, mais notre préparation était juste meilleure cette fois-là. On savait que
faudrait commencer le camp d'entraînement comme si on commençait la saison. Nos matchs intra-équipe étaient avec beaucoup plus d'intensité qu'ils l'avaient été au courant de l'été. Même chose pour nos pratiques. Donc, de notre côté, c'est notre première période. Je pense que les lancers étaient 18-5 après une, puis 4 lancers en avantage numérique de leur part. Donc, on avait eu un lanceur en 5 contre 5. On a exécuté notre plan de match, notre système d'équipe, comment qu'il faut jouer. Donc, ça n'a pas été... je pense qu'on a prouvé que l'expérience qu'on a eue cet été, l'expérience qu'on a en tant qu'équipe, on a beaucoup de joueurs qui ont joué quand même beaucoup de matchs en Ligue nationale, donc ça l'a paru de notre côté, j'ai trouvé pour le premier match. Oui, puis il y a des joueurs qui ont eu des saisons, des fins de saison décevantes qui veulent leur rebondir. Je pense que Binnington avait montré mieux à sa première saison, là où il a gagné la Coupe Stanley. Puis je pense que c'est un meilleur gardien. Entre autres, tantôt, j'ai dit que Grubauer. Fait que c'est une des raisons, en pensant que les Blues allaient rebondir, que je les ai mis premiers devant l'Avalanche. Vous avez nommé O'Reilly comme capitaine. C'était pas fait la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça a été officialisé depuis le temps. Tarasenko s'est fait vocal au sujet qu'il était déçu de ne pas avoir été nommé capitaine. J'ai fait des recherches, puis effectivement, c'est un gars qui a l'air, puis on avait jasé. C'est un gars qui montre du leadership, qui était impliqué dans la société, etc. Puis ça a bien été. Oups, je pense qu'on vient de perdre Martin. Je vais enchaîner, David. Ouais. David, t'es toujours là? Oui, OK, parfait. Ce que Martin voulait dire... Oui, bien, c'est ça. Tarasenko a commenté, puis habituellement, on n'est pas habitué à ça de voir un joueur qui se dit déçu de ne pas avoir été nommé capitaine. Avez-vous l'occasion d'en discuter avec lui? Ben, ça, c'est comme la situation du Dubois. C'est comme plein de situations qui arrivent. C'est beaucoup des choses pour les médias, ça. Puis, en tout cas, je sais pas quand ça rentre dans toutes les équipes. Mais je peux te dire qu'à Saint-Louis, ça nous fait rire. Puis, est-ce que c'est une histoire d'un article russe qui a été mal transcrit en anglais? On ne sait pas. Ouais, on n'a pas vu Vladé énormément parce qu'il est encore blessé. Il fait beaucoup de la rehab aussi à l'extérieur de l'aréna, etc. De notre côté, regarde, Vladé, c'est Vladé, puis c'est correct, ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe. Il y a une certaine fierté. Je pense que ça a été un leader pareil dans l'équipe depuis plusieurs années, mais tu sais, ça reste que je pense que le choix était quand même d'une certaine façon incontesté de la façon dont Ryan se comporte sur la patinoire, qu'est-ce qu'il a accompli avec l'équipe, de la façon dans les entraînements, etc. À un moment donné, ça en prend juste un capitaine, puis au bout de la ligne, ça change pas grand-chose pour les Blues quand on a gagné la Coupe cette année, que ça soit Pietrangelo, que ça avait été Bouwmeester, Steen, O'Reilly, peu importe qui était capitaine à ce moment-là. Je pense qu'on aurait gagné la Coupe cette année pareil. Donc, encore une fois, je pense que ça a fait un peu de vague dans les médias, mais pour nous autres, dans la chambre, ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste une situation pour Vladé. C'est correct qu'il y ait des déceptions. C'est correct que ça l'ait sorti. Puis nous autres, on a délai avec ça de même. On a laissé ça aller de même. Oui, puis c'est pas comme si c'était un gars qui sortait public qui disait que je joue pas assez, je devrais avoir la POC plus souvent. C'est un gars qui dit je veux être le leader de cette équipe-là, je veux m'impliquer encore plus. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas vu rien de négatif là-dedans. Tu as effleuré le sujet de Dubois. On va en parler. Les gens à la télé, on vous laisse. L'entrevue se poursuit sur le web. Salut et à demain. Avant de te parler de Dubois, il y a Patrick Beaulac sur RDS.ca qui demande « Salut David, comment s'est fait sentir après un premier match la perte de Pietrangelo? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous sentez que vous avez perdu du leadership? » Patrick Beaulac te demande ça. Dans le côté leadership dans une chambre de hockey, moi, selon moi, souvent, c'est... Je pense pas que là-dessus, ça va se faire pareil tant que ça. Je pense qu'on a assez de gars qui vont faire la différence. Je pense à un gars comme Falk, qui, en Caroline, il était pratiquement capitaine. Il jouait sur toutes les situations. L'année passée, il était en arrière de Pietrangelo, en arrière de Parayko. Ça a été une saison difficile de ce côté-là pour lui, c'est sûr et certain. Sans même y en avoir parlé, honnêtement. Sans même que lui ait fait de vagues avec ça. C'est un gars qui est quand même très réservé de ce côté-là. Il parlait pas trop de ses émotions, mais on savait qu'évidemment, il n'était pas du un rôle qu'il avait. Donc, c'est un gars qu'on regarde vers lui pour vraiment prendre certaines parts de la tâche défensive que Pietrangelo y avait. Côté offensif, mais Krug en power play, il est probablement un des défenseurs les plus dynamiques que tu peux avoir. Comme je l'ai dit, dans nos pratiques avec la rondelle, ça niaise pas. Ça va d'un bord, ça va de l'autre. C'est moi sur le half-wall, Hoffman de l'autre bord.
quand on a une opportunité, on rentre à l'intérieur des dots, puis on a tout le temps des belles opportunités à cause de la façon qu'ils distribuent la rondelle. Donc, je pense que la perte de Pietrangelo, c'est un de mes grands amis, j'étais déçu, etc. Mais là, il faut tourner la page, puis je pense qu'avec les acquisitions que notre GM a faites, on peut juste être excité. Ça aurait pu être une saison qu'on perd Pietrangelo, qu'on le remplace même pas. Il aurait fallu trouver une façon de move on pareil, mais je pense que là, on l'a remplacé d'une certaine façon. Donc, tu nous dis que tu aimes beaucoup plus Torrey Krug là qu'en finale de la Coupe Stanley. C'est ce que tu dis? Ah, puis lui aussi, il m'a dit ça hier dans la chambre. Il t'a dit quoi? il dit c'est drôle, ça fait quelques fois qu'il dit ça. Il dit, j'étais assez content de jouer dans ton équipe. Maintenant, j'étais tanné de jouer contre toi. Puis j'ai dit, ça fait quelques gars qui me disent ça au travers de la Ligue. Donc, en fait, je sais pas si c'est positif ou négatif d'entendre ça, mais je vais le prendre du côté positif. Tu sais. Je pense que je veux pas être le gars non plus que les gars reconnaissent que c'est facile de jouer contre toi. Donc, c'est le fun de l'avoir de notre côté. Puis effectivement, c'est un gars, là, même lui, je pense qu'il n'a pas été habitué trop de jouer dans certaines situations défensives comme qu'il l'a fait hier contre la Ligue de McKinnon. Le fait qu'il va jouer avec Parayko pour commencer la saison, en tout cas jusqu'à date, c'est ça qu'il va avoir. Donc, il va falloir qu'il tire son épingle du jeu aussi en avantage numérique dans certaines situations offensives. Puis peut-être que justement, c'est des situations qui n'étaient pas habituées. C'est de même qu'on va remplir le rôle de Pietrangelo pour commencer la saison. On va voir comment que ça va aller. Puis, tu as parlé de Binnington tantôt. Moi, je trouve que Binnington, il n'y a pas eu des si mauvais playoffs que le monde essaie de dire. L'autre affaire, notre profondeur en playoffs était pas là comme qu'il était là en ce moment. On avait Steen, on avait des matchs que Bozak, Tarasenko ne jouait pas. Tu regardes notre alignement. Hier, Sam Bless, qui était un de nos réguliers l'année passée, elle n'allait pas jouer le match si c'était pas de Hoffman qui manquait le match. Donc, on voit que la profondeur est encore plus grande que mettons, l'année passée. David, j'en ai une rapide du public qui est plus générale, mais qui est quand même intéressante, qui demande, c'est Jean-François là, qui écrit, qui demande « Hey, comment ça se passe sur la route, un premier voyage en tant que COVID, pas dans une bulle? Est-ce que c'est très différent pour les joueurs, l'adaptation, passer plus de temps à l'hôtel? Qu'est-ce qui est différent? Là? Tu le vis, là, vous êtes au Colorado, là, ça fait quoi, 2 jours, puis vous êtes là pour quelques jours. Comment ça se passe? » Oui, non, exactement. On est juste à l'hôtel, puis on peut pas aller nulle part, donc c'est pas bien compliqué. Là. On est comme tu vas être plus disponible pour on jase. Hein? Tu vas être plus disponible pour on jase. Oui, non. Par certains moments, là, on va à l'aréna dans pas long, puis justement, on est quand même une équipe que nos entraîneurs là, sont vraiment fair avec les joueurs. Ils nous donnent beaucoup de repos. Donc, je pense quand même qu'on va aller à l'aréna plus souvent qu'habituellement, juste étant donné que ça va nous faire changer d'air. Le premier jour, on avait un team meal à l'hôtel. Puis les joueurs, je pense, peuvent se faire amener de la nourriture là, avec Uber Eats, DoorDash, toutes les applications que aux États-Unis. C'est vraiment la seule façon. Là. Par exemple, on peut aller prendre des marches dehors, mais on peut même pas commander un Starbucks via notre téléphone, rentrer 12 secondes dans le magasin, le prendre puis sortir. Donc, il faut vraiment que ça soit tout à l'extérieur. Donc, je pense qu'une seconde, on n'aura pas le choix de s'essayer, faire comme si on était en auto puis aller à pied au Starbucks. On va voir si ça va marcher. Là, mais, non, tu sais, je pense qu'on essaie de prendre toutes les mesures nécessaires. Parlant avec Falk, qui était pas mal, Justin Falk, qui était pas mal impliqué au retour au jeu. Avec la NHLPA, c'est de quoi qui va être révisé à tous les mois, à toutes les 3 semaines, sachant qu'avec le vaccin, est-ce que les cas commencent à diminuer, etc., etc., est-ce qu'ils vont loosser up les affaires? Puis de notre côté, on est juste content que le hockey a recommencé, donc ça change pas grand-chose. C'est quoi les mesures, on va les appliquer. Ben, écoute, je voulais juste renchérir. Je pensais que tu y allais avec Dubois, Yannick, parce que, regarde, il y a une liste, juste qu'on termine sur le COVID, il y a une liste qui est sortie des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui, présentement, sont sur la liste. Exemple, Colorado, contre qui vous jouez, Eric Johnson serait sur cette liste. Vous autres, les Blues, comme le Canadien de Montréal, aucun cas. Est-ce que l'expérience, tu sais, au début, je pense que c'était au début du camp, là, je suis rendu mêlé dans mes journées, là, mais ça se peut-tu au début, pas du camp là, mais quand vous avez commencé à revenir à Saint-Louis, tu sais, vous aviez eu une couple de cas, ou à moins que ça soit cet été, je me souviens pas. Ça vous a-tu donné de l'expérience pour être certain? Ça vous a-tu donné de l'expérience pour être certain que ça n'arrive plus? Regarde.
c'est difficile à dire. Oui, on prend des mesures nécessaires du mieux qu'on peut. Des fois, c'est dur à comprendre, des fois, c'est correct. T'sais. Ça reste que, oui, il faut avoir des masques partout, etc., mais ça reste qu'on est quand même dans la chambre tout ensemble à s'habiller, à s'entraîner, à aller sur la glace, patiner, etc. Donc, on est testé aussi à tous les jours. Oui, on a eu certains cas cet été, au courant de l'automne, etc. Avec le nombre de fois qu'on teste, on est quand même capable de les tasser assez rapidement, pas faire exploser ça. On espère que ça va continuer de même. Puis l'autre chose, c'est que tu peux pas en vouloir nécessairement aux joueurs, dépendamment de ce qu'il a fait ou à la personne de l'équipe qui teste positif. Tu peux prendre l'avion, tester positif, mais tu peux aussi juste aller chercher un Starbucks puis réellement tester positif. Faut essayer de continuer à vivre au travers de ça, mais ça reste que des fois, c'est par malchance. Est-ce qu'Eric Johnson, c'est par malchance? Regarde, c'est vraiment difficile à dire. Donc, je suis juste content que depuis que le camp d'entraînement a commencé de notre côté, ça va super bien. De ce côté-là, on espère que ça va continuer de même. Puis on espère que si on a de la malchance, on a des joueurs qui testent positif, bien justement qu'on est capable de limiter ça à 1, 2, 3 maximum. Puis, tu sais, en essayant à chaque semaine qu'on achète, le vaccin se rapproche. Les cas vont sûrement diminuer tranquillement, pas vite, avec toutes les mesures qui sont impliquées au Canada, aux États-Unis présentement. Donc, encore une fois, j'ai hâte de voir. Tout à l'heure, tu en as parlé, tu disais souvent c'est du bruit à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais, ça nous fait sourire. On a jasé tantôt en fin d'entrevue avec François de l'affaire Dubois. Là, c'est John Tortorella qui dit que même Dubois a adressé le sujet avec ses coupiers en disant que oui, il voulait quitter Columbus. Normalement, je te fais pas jaser des joueurs qui se passent ailleurs, mais j'étais quand même prêt à peine de te demander veux-tu dire quelque chose là-dessus? Tu t'en penses quoi? Dubois, c'est un gars de chez nous, puis on va être d'accord, là, ce gars-là, dans n'importe quelle équipe, il arrive, ça te change une équipe, c'est sûr, mais ça va coûter la peau des fesses pour sortir Dubois de Columbus. Oui. Puis ça devrait, honnêtement, c'est un des joueurs les plus difficiles à jouer contre, un des jeunes joueurs, une étoile montante offensivement, défensivement, hard to play against. Non, il est vraiment impressionnant comme joueur. Donc, je pense qu'il va mériter qu'est-ce qu'il va avoir en retour. Là. La situation que ça sorte public, ça, je suis pas sûr de la comprendre. Ça a l'air même l'entraîneur, Tortorella aurait dit que oui, effectivement, il l'aurait dit. Peut-être qu'il essaie de justement en début de saison dire ça, puis après ça arrêter d'en parler. Mais c'est vrai que dans la chambre, pour vrai, je serais assis à côté de lui puis ça me dérangerait pas vraiment, du sens que oui, c'est plate de sentir qu'un joueur veut pas être dans l'équipe, mais tant qu'il est dans l'équipe, un gars comme lui, tu sais que sa fierté, etc., va prendre le dessus sur la situation, puis peu importe quoi, il va donner son 100%. Moi, je crois à ça, à 100%. Pietrangelo, c'est arrivé l'année passée, il est UFA, il a eu une excellente saison, puis ça n'a pas changé quoi que ce soit, même en play-off. Il y a eu des très bons play-offs, selon moi. Il bloquait des lancers, etc., etc. Donc, je pense que c'est la situation de la business, puis je ne sais pas s'il s'est passé de quoi à l'intérieur là-bas avec lui pour qu'il demande un échange. Ça, c'est une autre affaire. Si, exemple, s'est passé de quoi, puis là, je veux pas partir d'une rumeur parce que j'ai aucune idée, là. J'ai jamais parlé à Dubois de ça, etc. Mais s'il s'est passé de quoi, puis toute l'équipe est au courant, tu peux pas en vouloir aux joueurs. Peut-être que le gars, il s'est passé quoi avec l'organisation, puis les joueurs sont peut-être du bord à Dubois, honnêtement. Donc, je sais pas. Je peux juste te dire que c'est beaucoup plus du bruit pour l'extérieur que pour l'intérieur, habituellement. Peut-être pas dans un marché canadien, tu sais. Encore une fois, les gars qui sont UFA, qui ont besoin de signer, on dirait vous en parlez toutes les semaines, puis c'est correct, tu sais, c'est votre show, faut qu'il y ait un buzz au travers du hockey, on a juste ça à parler en plus présentement. Mais moi, c'est mon opinion là-dessus, puis j'y crois fermement. David, de mon côté, Ouais, j'ai pas dit son nom. J'ai été smart, j'ai pas dit son nom. Hey, avant qu'on se laisse, je vais changer complètement de registre. Mais je vais te poser une question, puis je l'ai posée à Martin tantôt. Hier, quand j'ai pitonné sur la télé pour aller sur votre match, la première seconde, là, j'ai fait comme
c'est bol, qu'est-ce qui se passe là? Il y a de quoi qui est pas normal. Puis là, je porte attention, puis là, je vois que l'Avalanche Colorado a changé un peu ses couleurs. Je suis comme pas sûr, là. J'ai dit, tu le chandail rétro? Non, c'est supposé être les Nordiques. Là, j'ai fait comme aïe aïe, puis j'ai posé à Cassia Martin, il a eu la même réaction. Il lui, il me disait qu'il est allé sur Google voir c'était quelle couleur les gants, puis le casque, puis tout ça de l'Avalanche avant. Hier, là, ils ont changé leur style un peu. Avez-vous eu la même réaction? T'sais, ils sont arrivés, on dirait que c'était complètement un autre uniforme, là. Oui, honnêtement, c'est drôle. J'ai embarqué sur la glace pour le réchauffement. J'ai fait quelques tours. Je fais ma routine que je suis peut-être pas aussi intense que Sidney Crosby, mais pas loin, dans mon warm-up. Puis à un moment donné, j'ai levé la tête, j'ai regardé l'autre bord, puis j'ai dit, Colin, c'est vrai, ils ont mis le rétro à soir. Puis là, je continuais de checker un peu, j'ai refait un tour, puis je réalisais que justement, c'était vraiment juste leur casque, leurs gants, puis leur culotte, je pense. Donc, je sais pas exactement c'est quoi la raison de leur changement. C'est-tu leur uniforme maintenant officiel à la maison? J'imagine que oui. Ben oui. Donc, non. Tu sais-tu quelle couleur c'était avant? Ben, noir. Oui, ben écoute, je m'en souvenais pas. J'ai été obligé de googler. Non, c'est jamais. Tu sais, je suis quand même traditionnel, j'aimais mieux les anciennes, là, mais peut-être que c'est de quoi qu'on va s'habituer. Je sais pas, peut-être que c'était pour. C'était bleu longtemps, en tout cas. J'ai aucune idée, mais oui, je l'ai remarqué. Puis même chose pour nos casques, là, tout le monde maintenant, on a les commanditaires. Les commanditaires, exactement. Nous, c'est Enterprise sur la route, comme le nom de notre aréna, puis Stifle Theater, qui est comme un théâtre, puis une compagnie à Saint-Louis à la maison. Donc, tu sais, c'est quand même spécial pour nous. Ça fait longtemps qu'on voit les logos des équipes sur le casque. Mais en même temps, une fois que la partie a commencé, c'est comme si tu oublies tout ça. Tu l'oublies. Moi, quand la rondelle est sur la glace, puis que je suis sur la glace, je remarque même pas qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades. Je joue ma game, ça fait pas une grosse différence. C'est quand même spécial ce qu'on vit présentement. On pensait jamais de vivre ça. On pensait peut-être que les playoffs, ça serait ça, puis après ça, on reviendrait plus à la normale. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il y ait des partisans dans les estrades. Ça va, je pense que les joueurs vont encore plus en profiter, mais que les gens reviennent. Puis sans dire qu'on les prenait pour acquis, je pense que c'est loin de là. On a toujours su que nos partisans étaient très importants, mais ça va être encore plus important même qu'ils reviennent. OK. Là, avant de te laisser, il faut que je te fasse sourire. Là, tu vas jouer un autre match encore contre l'Avalanche. Fait que là, tu sais, il y a comme une petite rivalité qui s'installe où vous êtes écœurés pendant un match. Là, je vais te donner une ligne pour écœurer Bellemare. OK? Je sais pas si vous avez vu ça passer. Oui, mais là, écoute, il faut que tu l'écœures solide. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur les médias sociaux. Ouais, je pense que la question il a été posée pour le match pour Lac Tao, OK? Puis Bellemare, il pensait qu'il allait jouer sur le lac Tao. Fait qu'il dit en entrevue, il dit « Hey, je suis content, j'ai jamais joué sur un lac de ma vie. » Puis là, Brokowski, il dit « Ben non, on jouera pas sur le lac, il est pas gelé. » Et puis là, Bellemare, en entrevue, fait « Ah non, on joue pas sur le lac. » C'est drôle que tu dises ça, Martin, parce que j'ai joué une présence, je pense, contre Belly. Puis j'ai essayé, après le face-off, de me rapprocher de lui pour le niaiser là-dessus, mais ça a juste pas donné. Donc, on va voir au prochain match. Ah ouais, hein? Non, c'est un très bon gars, en plus. Un excellent joueur. Puis son parcours, lui, il est exceptionnel. Un joueur né en France, tu sais, dans un côté, honnêtement, là, je veux pas trop embarquer dans le côté personnel, mais dans un endroit pauvre, il a travaillé toute sa vie pour se sortir de ça. Il a grandi plus avec sa mère, si je me trompe pas. Il a joué au niveau professionnel en France pour finalement s'en aller en Suède. Puis je pense qu'il est arrivé dans la Ligue nationale autour de 30 ans. Puis ça doit faire, tu sais, c'est peut-être vers 28-29 ans, il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis depuis ce temps-là, il s'est fait quand même une belle carrière. Ça doit faire 6-7 ans qu'il est ici. Absolument incroyable comment c'est un travaillant, ce gars-là. Si les gens ne le connaissent pas, là, je pense que ça vaut la peine d'aller un peu lire sur son histoire. C'est incroyable. Ah non, t'as raison, David, parce que j'ai eu l'occasion de... Ah non, mais c'est drôle, mais t'as tellement raison. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire 2 fois en entrevue à Hors-jeu 2.0. Puis c'est tellement un bon gars, là, puis sympathique, puis c'est vraiment une bonne personne. Juste plate sans tomber sur lui, parce qu'il va se faire écœurer avec ça tout l'hiver. Exactement. Ah oui, puis c'est merci, David, c'était bien le fun encore. Une chance... Non, mais il y a qui a dit une chance qu'on ne joue pas contre McKinnon sur un lac parce qu'on ne pourrait jamais le rattraper ou quelque chose de même? Il y en a eu des bonnes par rapport à l'histoire du lac. Pete DeBoer, le coach de Vegas, qui a dit ça, j'ai dit ça.
Non, c'est ça, garde. Merci les boys, on s'en reparle la semaine prochaine, puis j'ai bien hâte de vous parler. Moi aussi, Parfait, merci David. Merci puis bonne chance pour les prochains matchs. Yes, c'est bon. Salut, là. Bonne fin de journée. Bye. Salut. Hey, David Perron qui nous parle en direct du Colorado. Il est à l'hôtel. Il prend le temps de jaser avec nous autres. C'est tellement le fun et apprécié de David là, de faire ça chaque semaine. Puis là, on va bâtir un horaire avec lui, ses présences entre les matchs, puis tout ça. On va pouvoir avoir l'occasion de commenter et de revenir sur les performances puis les nouvelles dans la Ligue nationale. Alors, merci à David. Merci à François Gagnon également pour sa participation. Demain, Norman Flynn, on va parler des Sénateurs, entrer en scène des Sénateurs demain contre Toronto, justement. Ça va être un bon match. Et Guy Boucher sera avec nous également. Merci à Corinne à la réalisation, à la mise en onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Encore une fois, tout un travail. Et à vous tous, les jaseux, merci d'avoir été là pour nous suivre, nous regarder, nous écouter et pour commenter également sur les médias sociaux. Oh, je pense que je viens de perdre mon collègue. Je pense que je viens de perdre Martin. Il est complètement gelé. On le voit plus. Il est parti. Donc, comme à l'habitude, je vais faire comme lui. Hey, je vais remercier tout le monde. Ah, il est revenu. Vas-y, il te restait ton 10 secondes de fin. Là, tu salues ta mère. Vas-y, je te le laisse. C'est moi qui ai rendu avec mon Internet à pédale. Hey, demain, je veux juste vous dire que Guy m'appelle déjà puis il me dit que demain, il y a son tableau. Fait que soyez là, Guy et son tableau demain. Puis Yann, prends-toi une note. On va essayer de rejoindre Bellemare avec le Colorado pour parler de l'Avalanche puis du lac Tahoe. On va avoir du fun avec. Puis merci, comme tu l'as dit, tout le monde t'a bien fait ça. Même si j'étais gelé, je t'entendais. Non, mais plus tard dans la saison. Prends-toi une note. C'est pas obligé d'être demain. Fait que, comme tu l'as dit, merci à tout le monde. Le hockey est revenu, on est content. Prenez soin de vous autres. Je sais que c'est détentant. Prenez soin de vous autres. Moi, je te salue, puis on se rejase demain. Bye.